dans mes témoignages que je recueille depuis quelques semaines, j'ai un véritable bonheur à apprendre sur l'histoire de mes deux pays, comme je me plais à le dire, la France et l'Algérie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions à accueillir ce matin, toujours à distance. Quelqu'un, peut-être que je n'étais pas appelée à rencontrer, quoique on a quelques connaissances communes, mais c'est quelqu'un dont le témoignage a une grande valeur. Il va nous expliquer pourquoi. Et c'est vrai que c'est pas Mr. Omid que je reçois aujourd'hui, c'est Max Drider. Bonjour Max, comment allez-vous? Ça va bien. Oui, oui. Oui, je vous remercie Max infiniment d'accepter de témoigner aujourd'hui parce que votre histoire a valeur de témoignage et je trouve que le livre que vous avez édité il y a quelques années, auto-édité, la cesse de Béni Douala, un adolescent dans la tourmente, devrait être enseigné dans toutes les écoles, dans tous les collèges en France et en Algérie, tellement le témoignage véridique, réel, à valeur d'enseignement dans une guerre qui ne disait pas son nom, comme on l'appelait. Je veux juste rappeler que vous êtes né en novembre 42 à Marseille de père algérien et de mère française. Et on peut dire que s'il y a quelqu'un qui a vécu l'Algérie, toute la guerre d'Algérie dans son village, ben c'est bien vous. Et vous allez nous expliquer un petit peu, effectivement, on ne va pas trop donner de détails parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas dévoiler le livre. J'encourage tous les internautes à aller l'acquérir à le partager autour de soi, mais votre valeur, je disais, votre témoignage a une valeur importante puisque vous allez nous expliquer un petit peu comment vous vous retrouvez embrigadé, embarqué dans cette guerre d'Algérie, alors que né à Marseille, dans l'absolu, l'Algérie, c'était quelque chose qui était pas lointain, un souvenir lointain, mais voilà. Et puis, pourquoi vous avez écrit ce livre? Parce que dans l'absolu, Max, vous n'êtes pas écrivain. Non, non. J'ai même pas fait de grandes études puisque notre école a été brûlée par les maquisards en 56, ce qui fait qu'arrivé en Kabylie, il n'y avait plus moyen de faire des études pour personne. C'était terminé. Ce qui fait que, non, j'ai écrit ce récit à la suite de la lecture du livre que le capitaine Oudinot a écrit et visionné un DVD, une vidéo qu'il a créée. Et comme j'ai trouvé qu'il racontait son histoire de manière un peu biaisée, je dirais même un peu plus, il ne donnait en fait comme renseignement que ce qui est arrivé, enfin ce qu'il a réussi à faire pour le bonheur des Kabyles, mais en réalité, il a passé sous silence tout ce qui était dérangeant était mis sous le tapis, un peu comme la poussière. Et c'est ça qui m'a fait mal au cœur, c'est que moi, j'ai vécu, il a été féroce durant 3 ans et demi, de 56 à 59, juin 59. Ça a été une véritable chasse aux gens des cellules, et au fur et à mesure, elles étaient détruites, elles étaient remplacées, et c'était toujours la chasse au feu d'agave. À la suite du décès de mon père, nous ne pouvions plus rester à Marseille, plus de ressources quelconques, et puis on a donc été obligé de rentrer au village. Et au village, ça commençait vraiment à... Nous, avec mon frère, nous prenions ça vraiment à la rigolade parce que ça nous rappelait un petit peu le cinéma. Mais en fait, quand on est arrivé, c'était véritablement une véritable guerre. Moi, je me suis retrouvé dans une atmosphère de complotisme. Il y avait les maquisards venaient tous les soirs se ravitailler, les villageois les héberger. Parce qu'il n'avait pas le choix, Max, on rappelle Il y les avait, circonstances. Voilà. c'est vrai qu'il il y avait le chef de cellule qui s'appelait Tracy Schnell, et il répartissait les arrivants suivant les familles, souvent les familles les plus riches, quoi, celles qui peuvent. Par exemple, moi, j'ai jamais pu les recevoir. En revanche, j'allais participer chez Douman, chez chez les Fassi aussi.
quand ils arrivaient, on allait participer de loin, bien sûr, mais on essayait de les côtoyer. Nous en étions tellement fiers. C'est ça, moi, revenant de Marseille, j'allais au cinéma, j'allais voir les films de cow-boys, tout ça, de guerre. Mais là, j'étais en plein dedans et j'adhérais totalement avec les copains. C'était nos héros, c'était nos héros. Mais à côté de ça, si la nuit, ça se passait très bien, dès le matin, la plupart du temps, les militaires arrivaient et c'était vraiment, ils chamboulaient tout, ils nous arrêtaient, ils nous emmenaient les mains sur la tête dans un endroit qu'on appelle Taouchi-Satarmar. C'est une esplanade sur laquelle on nous faisait asseoir en pleine poussière, les mains sur la tête, puis nous étions entourés. Mais alors, tous les hommes du village, hein, même les jeunes, moins de 15 ans même, j'ai vu des Saïd Fidani, il était avec nous, il n'avait que 13 ans. Et donc, nous étions parqués. Il y en avait qui étaient emmenés pour l'interrogatoire. Et alors, pendant que nous étions parqués là, d'autres militaires fouillaient le village. Ils fouillaient tout, ils renversaient les jarres d'huile, ils saccageaient tout ce qu'ils pouvaient. Hein. C'était vraiment une sorte de répression parce qu'ils savaient que nous recevions des moudjahidines. Voilà. Et c'était quasiment plusieurs fois par semaine, ils arrivaient. Et ça a duré jusqu'en juin 59, au moment où vraiment, à partir du décès de Chenin Tracy, il a été assassiné par le FLN. À la suite de l'Ableuite, il y a eu le FLN considérait qu'il y avait des traîtres et qu'il fallait les éliminer, et lui, il en a fait partie. En réalité, il n'y a jamais eu d'homme plus intègre que lui, franchement. Et à partir de là, il a été remplacé par quelqu'un d'autre, un peu, bon, il n'était pas malhonnête, mais il a été tout de suite chapeauté par des gens qui sont venus des Ouadias. Oui, ce sont des gens de l'ALN qui sont venus des Ouadias, et aux Ouadias, il s'est produit des massacres. Et c'était une ville qui a été martyrisée par un sous-préfet qui s'appelle Jacques Achard. Et ils sont partis de là-bas avec une idée de se venger ou je ne sais pas quoi. Et arrivés chez nous, ils ont mis la main sur tous les pouvoirs de la cellule que nous avions. Et la cellule, c'était la nôtre, c'était des gens que nous connaissions. Alors qu'à partir de 58, après la mort de Rassi, c'était des étrangers. C'était des étrangers qui décidaient tout ce qui devait se faire dans les villages. C'était vraiment. Et comme ils avaient des façons un peu voyous, hein, même plus que ça, même. Sous prétexte du ralliement, oui, effectivement, il y a des exactions. Ils étaient venus avec des idées que nous ne connaissions pas, nous, dans notre campagne. Peut-être que parce que les Ouadias, c'était une ville, ils avaient peut-être des mœurs différentes, que, par exemple, ils avaient l'intention de se marier dans chaque village. Et puis, c'est des mariages à la petite semaine, quoi. C'est ce que nous ne connaissions pas. On n'aurait jamais eu l'idée de ce genre de choses. Ce qui fait qu'arrivés chez nous, ils ont voulu. Bon, ils ont épousé une ou deux de Avnaros, et puis ils ont essayé d'épouser la fille de Birasma Atrali, Derij, et Radia. Elle s'appelait Radia, elle était veuve, très jeune. Et à partir de là, Birasma a compris ce qu'il voulait faire. Vraiment, c'était une infamie, surtout que c'était quelqu'un qui les hébergeait très souvent. Et à partir de là, le village devenant vraiment un réduit pour ces gens-là, quoi, il a décidé de rallier Oudinot pour être défendu. Et c'est pas et on peut même pas parler de ralliement parce que avoir subi 3 ans et demi de pression
de tueries, parce qu'il y a eu chez nous 45 morts, de morts violentes par les militaires, et 17 par les gens de chez nous, le FLN. 17 ont été assassinés, et la plupart n'ont jamais été des traîtres. Ça, je peux le dire, je les connaissais. Hein. C'était quelque chose d'abominable. C'est pour ça que, arrivé à ce point-là, le village n'en pouvait plus. Les gens n'en pouvaient plus. Il faut dire que le village était vidé. C'est ce que je voulais dire, oui, oui, devant la menace, et puis le comportement, entre autres, de part et d'autre, à l'encontre des hommes, des jeunes hommes, effectivement, beaucoup des hommes du village partent. Au mieux, c'est sur Alger, c'est ce qui vous arrivera à un moment où vous serez exfiltré, j'allais dire, pour aller commencer à travailler à Alger, mais beaucoup, effectivement, prennent la tangente et partent en France, ce qui fait que le village, effectivement, est très vite réduit à quelques personnes qui sont essentiellement les femmes, les enfants en bas âge et les jeunes, les adolescents. Oui, les départs ont commencé en réalité dès 57. Dès 57, il y a des gens qui fuyaient. Mais la plupart partaient pour Paris, hein, pas pour Alger. Hein. Et enfin, ils partaient où ils pouvaient. Quoi. Du jour au lendemain, on se demandait où était Ramran. Ah ben Ramran, non, il est parti. Ah, non, ah oui. Et puis, de 57 jusqu'à 58, c'était ponctuel. C'était des gens partaient, s'enfuyaient, n'en pouvaient plus. Et à partir de l'assassinat de Qassi Ashamou, eh bien, ça a été vraiment la ruée. Il n'y avait plus personne. Moi, je sais que, personnellement, je me suis retrouvé avec des vieillards, des femmes et des petits-enfants. Voilà. Mon dernier copain, Wadim Pran, lui, il est parti, je crois que c'est au mois de mars-avril 59. Et à partir de là, j'étais tout seul, complètement seul. Et d'ailleurs, ça m'a... C'était incroyable. Moi qui suis né à Marseille, je me retrouvais tout seul au village. Et tous mes copains nés au village se retrouvaient tous à Paris. Oui, échange de bons procédés, qu'on puisse dire. C'était un comble. Qu'on puisse dire à l'époque. Mais parce que moi, j'avais personne pour m'accueillir, soit à Paris, soit. Et à partir de 59, c'était devenu terrible, mais vraiment terrible. Oui. Et j'ai réussi à joindre ma tante Kelsoum, et elle a bien accepté de m'héberger chez Fassi Ali, son beau-frère. Et donc, je suis parti en 59, au mois de mai, je crois que c'est au mois de mai, oui, mai-juin. Et je me suis retrouvé donc à Alger. Oui. Et, on a l'impression que c'est l'embellie, Max, cette période algéroise. Ah oui, ça a été vous reprenez un peu le cours de vos études chez les Pères Blancs. Absolument. Vous avez la chance de trouver un employeur et un deuxième papa pratiquement chez votre employeur, M. Cohn, qui vous prend sous son aile protectrice. C'est vrai que ma période algéroise a été une bénédiction parce que comme j'avais arrêté mes études, c'est vrai que j'avais même du mal à m'exprimer dans ma langue maternelle. Ben oui. Alors, j'ai pas eu de chance parce que en 53, mon père nous emmène à Paris, à Marseille, et à Marseille, j'ai perdu totalement la langue kabyle. Et donc, pendant 3 ans, nous sommes à Marseille, je ne parle plus que le marseillais, et même vraiment comme un titi marseillais. En 56, je rentre au village, je ne parle pas un mot de kabyle, et j'ai du mal à m'y remettre. Sachant qu'au village, il n'y a pas grand nombre de personnes qui parlent français. Sauf les hommes, tous les hommes. Ah oui, les hommes, si, ils sont très francophones. Ah oui. En Kabylie, parce que nous avions la chance d'avoir les Pères Blancs, qui ont fait quand même, pendant une certaine période, classe, et les Sœurs Blanches qui ont fait classe pour les filles aussi. C'était fabuleux d'ailleurs.
ils étaient installés là depuis 1886, un truc comme ça. Donc, j'ai passé une année magnifique chez Monsieur Cohn. Et puis, j'ai donc fait un petit peu d'études le soir chez les Pères Blancs de rue Benschneb. Et malheureusement, après un accident, oui, voilà, c'était, vous voyez, la marque, au Sigmat milieu est toujours là. Ouais. et je suis tombé sur une bouteille, donc ça va. Et donc, j'ai été obligé de rentrer pour une convalescence au village. Ça ne m'enchantait pas parce que je savais très bien ce dont était capable le capitaine Oudinot, mais enfin, je me suis dit, quand même, mon patron pourra confirmer que j'ai des choses à faire à Alger. Le père Farn pourrait dire que je suis en pleine étude. Et donc, j'y vais. Surtout que tout le monde m'a vraiment promis que ce ne serait que quelques semaines, quoi. Et arrivé au village, je me suis soigné comme j'ai pu, ça a été, je me suis replongé ressourcé comme on dit, et au moment de repartir, je vais demander mon laissez-passer à la SAS, et alors là, c'était vraiment la douche froide. Le capitaine me regarde en face et il me dit, tu ne repartiras plus jamais à Alger. Oh, je ne comprends pas. Il me dit, de toute façon, c'est ça, ou alors tu n'as qu'à passer de l'autre côté. Et puis, je t'avertis, hein, de l'autre côté, c'est simple. Hein, je te donne 72 heures, t'es foutu. Et moi, je prenais ça un petit peu, je ne comprenais pas trop bien ce qu'il disait. Hein. J'ai été bloqué au village pendant des semaines et je revenais constamment à la charge pour essayer d'avoir ce fameux laissez-passer pour rentrer. J'ai même fait intervenir Monsieur Cohn, qui l'a renvoyé, et même pensant qu'il aurait eu plus de respect pour la religion, même le père Farn n'a jamais réussi à… Et donc, il m'a proposé, pour me garder d'une manière ou d'une autre, il m'a proposé de travailler à la SAS en tant qu'employé de bureau. Comme j'avais appris à taper à la machine, je commençais à avoir un vocabulaire assez intéressant, et puis je ne faisais pas trop, l'orthographe allait pas trop mal. Et donc, et puis il m'a dit, voilà, tu seras payé, tu seras avec Yarve, qui travaille même déjà, tu seras avec lui, vous habiterez dans le même endroit. D'ailleurs, c'est des Gourbis. Oui. On aurait pu penser que c'était des cabanes faites pour des outils de chantier, tout simplement. C'était l'horreur. D'ailleurs, j'ai une photo sur le livre qui indique bien à quel point ils avaient pas du tout de respect pour nous, ils n'en avaient rien à foutre. Et donc, j'ai été employé. Voilà. Et c'est vrai qu'on insiste sur je veux bien qu'on redise quelques mots du caractère particulier du capitaine Georges Oudinot, qui est décédé, d'ailleurs vous m'aviez dit en préparant cette interview, qu'il n'aura jamais eu lecture de votre livre, mais on rappelle un petit peu le parcours de M. Oudinot, qui est un militaire de carrière, oui. Qui a du mal vraisemblablement à se relever de l'échec de la France en Indochine. Lorsqu'on l'entend dans son film, il dit qu'il vient pour aider la population kabyle, pour leur rendre un petit peu comme s'il leur devait quelque chose, quoi. Et, mais en sous-entendant quand même qu'il allait les débarrasser de ceux qui étaient là pour perturber l'ordre établi, quoi. C'est ça, en fait. Et alors, au lieu de mettre en avant cette pacification en aidant la population, en apportant un certain confort, tout ça, eh bien, il a fait le contraire. Dès les premières semaines, moi, quand je suis arrivé, ça commençait déjà à barder. La seule chose qu'il lui importait, c'était de mettre au pas les gens des cellules FLN d'une manière ou d'une autre, et sans penser un instant se servir du budget qu'il avait pour justement ces populations, pour leur apporter un certain confort, Il n'a jamais fait ça.
ça a commencé seulement en 59 quand le village s'est radié. Mais à bout de souffle, là, il s'est radié à bout de souffle. Et c'est là qu'il a commencé seulement à créer des classes pour les enfants. D'ailleurs, c'était des baraquements militaires. Mais auparavant, il n'a jamais sorti un sou pour aider ceux qui sont nécessiteux ou quoi que ce soit. Jamais. Je rappelle, ça, c'est la section administrative spécialisée mise en place par l'armée française en Algérie. Cette SAS de Béni-Douala était-elle un exemple unique ou vraisemblablement ces exactions auxquelles vous faites référence se sont produites à d'autres endroits? Ben, chez nous, il y avait 26 villages. Il était responsable de 26 villages. Eh bien, tout ce qui s'est passé chez nous s'est passé ailleurs. Pareil, de la même manière. Parce que son seul désir, c'était de rallier la population, d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que, au lieu d'y aller avec une carotte, eh bien, il a été avec le bâton depuis le début. Il fallait absolument pour lui éliminer les fouteurs de merde, comme il disait. On comprend très vite à la lecture de votre livre, vraiment que je recommande, que au départ, le combat est complètement disproportionné. Les quelques rebelles, les quelques félagas dont il veut découdre sont une poignée et vous vous retrouvez au village entre le marteau et l'enclume parce que et c'est en ça que je trouve que votre livre a valeur de témoignage extrêmement important, c'est que vous êtes très, très neutre et pourtant vous racontez avec beaucoup de mémoire et beaucoup de précision la réalité qui fait que la journée, effectivement, c'était la menace des militaires français et la nuit, c'était la menace des maquisards et vous vous retrouvez comme ça avec effectivement une menace permanente, avec voilà, des tentatives. Oui. Alors, curieusement, contrairement à ce qu'aurait pu espérer le capitaine, si en 56, on voyait arriver une demi-douzaine de Mujahideen, peut-être par semaine. D'abord, la plupart du temps, il ne faisait que passer. Il venait, il se restaurait, il partait. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Les armes, la plupart du temps, c'était des fusils de chasse. C'était pas autre chose. Il était rare de voir une arme de guerre au début, dans les 56, 57. Mais fin 57, ça a commencé à être beaucoup plus important. Il est arrivé à 20, à 30. Moi, lors de la bataille de Mourameoch, ils étaient plus de 100. C'était plus d'une centaine. Toute la région était investie par les Moudjahidines. C'était incroyable. C'est ça qui est quand même curieux, c'est comment pouvait-il penser qu'il allait pouvoir éradiquer toute cette masse de Moudjahidines qui venaient de partout? C'était impossible. On est parti avec une demi-douzaine, une dizaine, une trentaine, et on en est arrivé à des katibades. C'était extraordinaire. Moi, je sais que c'était inéluctable que l'indépendance soit acquise. C'était inéluctable. Plus il allait dans ce sens-là, plus il en tuait, plus il en avait. C'était incroyable. Et il n'a jamais compris ça. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'ait pas pu comprendre que le fait d'exercer cette pression, cette tuerie, chaque fois qu'il tuait quelqu'un, il y en avait 3 qui se levaient. Il ne comprenait pas ça. Il aura tout tenté, hein, parce qu'il pousse, mais je pense que ces aberrations ont lieu dans beaucoup de villages, au-delà du fait qu'effectivement, il met très vite en place le principe d'autorisation de sortie que peu obtiennent. Il affame le village, ça fait partie des techniques qui étaient régulièrement utilisées, d'affamer le village, de pousser les gens enfin, essayer de les contenir d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'était ça. Pour lui, c'était son jeu. Il fallait de toute manière récupérer d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'il récupère les gens. Il avait peut-être une politique qu'il a eue en Indochine. Oui. En Indochine, c'était des villages qu'ils enfermaient
Et il a essayé de faire la même chose en Kabylie. Mm. Et en Kabylie, ça n'a jamais marché. Même lorsque le village a été rallié, c'est incroyable. Il y Faute avait de quand même, ralliement. Mm. voilà, il y avait quand même les Moudjahidines qui étaient, alors curieusement, ils sont quand même pas très, ils ont, le village de Tizi Bel s'est rallié, mais un tiers. Agnaros, le hameau, il a été déménagé. Tous les gens ont été déplacés avec les animaux, les meubles, tout. Ils ont été répartis à Tizi Bel, à Tegnout Azouz. Donc, le village, le hameau d'Agnaros était complètement vidé. Et finalement, il a servi de base au FLN. C'est incroyable. Et à côté de ça, comme c'était trois hameaux, Tagragra n'a pas été ralliés, on les a complètement oubliés, délaissés. Et alors là, le FLN était toujours là. Mais comme on allait au champ, ben, les gens, les Moudjahidines, n'ont jamais manqué de rien. C'est ça qui est incroyable. Ils pensaient avoir récupéré une population pour justement éviter que ces gens aillent restaurer, approvisionner. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. On ne reviendra peut-être pas sur les nombreuses exactions que vous évoquez dans le livre sur le principe effectivement de la personne. Vous l'évoquiez tout à l'heure en début d'interview, les personnes qu'on assassine tout simplement parce que dans la panique, quelqu'un s'enfuit et puis on lui met une arme dans les mains pour dire que c'était finalement, qu'il méritait que les tueries pardon, étaient justifiées. Mais la haine, et je pense le problème de comportement, le problème psychologique du capitaine Oudinot va se retourner contre lui, mais surtout, je voudrais évoquer effectivement avec vous pourquoi il est important de connaître cette histoire, c'est que quand vous sous-titrez un adolescent dans la tourmente, c'est que au-delà du fait de vous retrouver au village et d'y rester un peu contraint et forcé, ce capitaine Oudinot va changer le cours de votre vie et puis il va vous poursuivre. Enfin, son comportement va marquer une partie de votre vie. Absolument, oui. Oui, oui. Il m'a porté vraiment un grand coup qui a, euh, qui a dévié complètement ma vie. Si ça ne s'était pas produit, je serais aujourd'hui en Algérie, peut-être avec un métier. Et malheureusement, il a dévié ma vie. Il a fait de moi. Bon, il faut dire que au village, les gens qui se sont ralliés n'ont jamais été inquiétés. Euh, Ils ont tous bien compris ce qui s'était passé. Et moi, j'en faisais partie. Même si je ne l'ai jamais demandé, si c'est contre ma volonté, donc j'en ai quand même fait partie. Ce qui fait que après l'indépendance, je ne me sentais pas très à l'aise. Tous mes copains étaient en France quand moi j'étais là-bas. Et le plus extraordinaire, c'est que certains même ont fait le voyage par la Tunisie et le Maroc pour rejoindre les armées des frontières et sont arrivés au village en militaire, les copains, quoi. Et donc, il y avait une certaine distance qui était, je ne les retrouvais plus. Voilà. Et ça vient du fait que Oudinot m'a vraiment fait du mal en m'interdisant de rentrer sur Alger. Voilà. Et puis, première erreur, pour appuyer là où ça fait mal, il montrait que c'était réellement un électron libre, ce capitaine Oudinot, mais je pense qu'il y en avait beaucoup en Algérie à cette époque, c'est que il vous embrigade en fait contre votre volonté, il vous enrôle dans un service militaire alors que vous n'avez pas du tout l'âge pour. Absolument, oui, puis j'avais 17 ans et demi. Alors que normalement, le service militaire, on fait ses 3 jours à 19 ans, à 20 ans, on est incorporé. Et, mais lui, il était au-dessus des lois, il faut le dire. Hein. Il n'a jamais été en ligne directe avec la logique. Il a toujours été, il nous voyait toujours, il faisait ce qu'il voulait, mais en fait,
il était chez lui, hein, il décidait lui-même. Hein. Il n'a jamais respecté aucune loi. En fait, il se sentait sans doute enfin, il n'était redevable de compte à personne, vraisemblablement. Dans son comportement, il agit comme ça. Hein. Oui, oui, Il se dit, voilà. il agissait comme en tant en tant que maître de son secteur. Je pense à partir du moment où il a eu la responsabilité de ce secteur-là, il a dû penser qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait à partir du moment où il avait du résultat. Et le résultat, c'est quand même plusieurs dizaines. J'ai regardé dernièrement, parce que je n'ai jamais arrêté d'avoir des renseignements ou des photos nouvelles ou des témoignages. Et là, j'ai regardé 734 morts, à ma connaissance, dans les 26 villages. C'est quand même énorme, énorme. Et tous de manière violente. Sans compter éventuellement, Max, les disparus, les personnes qu'on n'a jamais retrouvées. J'imagine que ce chiffre n'intègre pas les personnes qui rentrent à la SAS et qu'on ne revoyait jamais revenir. Ouais. Mais c'est une période épouvantable. Et dans ces 734, il n'y a bien sûr pas ceux qui ont été enlevés, assassinés par le FLN. Rien que chez nous, il y en a quand même eu 17. C'est énorme, c'est énorme. Et surtout que la plupart, je peux l'assurer, n'ont jamais été des amis d'Oudinot. Ça ne pouvait pas l'être. Oui. Et le fait de travailler, d'être embrigadé, d'être enrôlé dans cette SAS vous expose aussi, même si le village est rallié. On sait à l'époque, effectivement, un Algérien qui travaille chez les Français était un acte qui vous exposait, qui vous mettait en danger, je dirais, et inversement. Oui, mais alors, Samia, je vais vous raconter un truc incroyable. Vous êtes le fils de la Française, c'est peut-être ça qui a fait la différence, non? Mr. Romes, non? Mr. Romes. Nous travaillions avec Yahvé, Ramadan aussi, Darij, à la SAS toute la semaine. Et le vendredi soir, on partait de la SAS à pied. 8 km, c'est ça. C'est manière. 8 km. Alors, été comme hiver, hein, à pied tous les deux jusqu'au village, avec notre arme, habillés en militaire. Jamais, jamais, jamais aucun moudjahidine ne nous a fait une remontrance ou même ne nous a arrêtés. On a eu juste des gens qui sont venus de Takmoutoukourouch. Ils sont venus de Takmoutoukourouch. Ils nous ont fait comprendre qu'il fallait continuer comme ça. Rien changer. Continuer comme ça. Voilà. Et ce qui fait que, pour vous donner une preuve, c'est que à partir du moment où vous ne faisiez pas quelque chose contre les moudjahidines et que vous étiez en train de travailler pour la protection de vos coreligionnaires, vos amis, les gens du village, et c'est d'ailleurs ce que nous faisions, eh bien, vous n'aviez jamais rien à craindre. La preuve, c'est que nous avons eu, il s'appelait Vieil Asmsva, Fiedani. Il n'a jamais tué personne, ça je peux vous le garantir. En revanche, il avait une mauvaise langue. Il avait une mauvaise langue. Et donc, il allait jusqu'à maltraiter en langage hein, les familles de chez nous qui avaient, par exemple, eu un moudjahidine ou quelqu'un qui s'est enfui ou quelqu'un. Eh bien, un jour, il a été tué juste à côté des Sœurs Blanches, sur le chemin que nous prenons toutes les semaines. Il a été mitraillé par les nôtres et d'ailleurs, personne n'en a voulu. Il a été laissé là toute la journée. Il a fallu que ce soit quasiment dans la nuit que les gens sont venus quand même le récupérer. Et nous, en passant, on a vu cette mare de sang. Alors, ils n'étaient pas fous, les gens du FN. Ils savaient très bien que notre présence à la salle de Binédouala
ne pouvait que freiner les instincts plutôt bas des gens de la SAS. Il faut le reconnaître qu'ils n'avaient aucune humanité. Hein. C'était des gens absolument… Ils étaient payés. Point. Voilà. Et donc, nous, Yahvé, Ramran et puis d'autres, on était uniquement avec notre présence, ça freinait certaines choses. Et lorsque des gens des villages voisins venaient pour un renseignement, pour un papier, pour eux, dès qu'ils arrivaient, ils étaient pris en charge par Yahvé de gauche et il les menait où il fallait. Il leur procurait les papiers dont ils avaient. Il leur expliquait tout. Hein. Ce qui fait que quand un villageois venait à la SAS, il n'était pas perdu du tout, contrairement à ce qui se passait au début. Oui. On rappelle le rôle de la SAS en particulier. Hein. C'était là qu'était tenu, par exemple, l'état civil. Oui, tout l'état civil, oui. Comme il y avait la poste qui était à l'intérieur même, les gens recevaient leur mandat quand il y en avait, soit les allocations s'il y en avait. Lorsqu'il y avait besoin d'un laissez-passer, c'est eux qui le donnaient ou pas. Alors, il était arrivé à mettre en coupe réglée tout ce qui pouvait se vendre comme l'huile des villages, les figues, tout ça, pour pouvoir mettre une pression sur les villageois pour que ces derniers ne puissent pas héberger, nourrir. Ce qui fait que il m'est arrivé, j'étais obligé de faire des tickets de sortie de produits, mais j'arrêtais pas, ils m'ont crevé. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé, avant mon arrivée, il y avait un jeune qui s'appelait Robert, il était de l'Atmosphère. Il a été récupéré par le capitaine Odino parce que son grand-père avait été assassiné par l'UFN. Et donc, il l'a récupéré, il était jeune, et donc il travaillait. C'est moi qui l'ai remplacé. Donc, le temps qu'il soit parti et mon arrivée, il s'est accumulé un tas de documents à remplir, à trier. J'ai passé des mois pour récupérer le retard. Voilà. Donc, c'est après que j'ai compris que s'il m'avait bloqué là, c'était uniquement en remplacement de Robert. Lui aussi, il avait un peu la même filiation. Il était de père kabyle et de mère française. Voilà. Et c'est une époque assez difficile à la SAS des Bénédola. Ouais. Vous évoquez, c'est notre grand bonheur, vous évoquez avec une mémoire intacte et vous nous expliquez également des souvenirs, des témoignages que vous avez récupérés. Vous évoquez dans votre livre, fort de documents photographiques, le quotidien du village. Et c'est vrai qu'on n'ira pas ensuite à développer comment le capitaine Oudinot les méfaits du capitaine Oudinot ont eu un impact sur votre vie d'adulte. J'encourage les lecteurs à les découvrir dans votre livre. Mais je veux bien qu'on évoque effectivement, dans les quelques minutes qui nous restent, des dates clés. Il y a le capitaine Oudinot qui est libre d'agir. Et puis, fin août 59, arrive visite du général de Gaulle, et là, on sent qu'il y a un basculement. Oui, un basculement, c'est vraiment le mot, parce que croyant se rallier le général, qu'il a fait, il lui a fait visiter le village à pied. Ils ont visité la maison de Mouloud Farouk. Qui est un parent. Oui, c'est d'ailleurs, puisque nous habitions la même ruelle, Avenida Sazouz, voilà. Et donc, et ensuite, ils ont visité aussi chez des riches pour aller voir le président. Et donc, quand le général a vu l'état du village entouré de barbelés, comme c'est pas possible, il a dû vraiment l'avoir mauvaise, parce que quand il a fait son discours, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le discours sur l'autodétermination de l'Algérie a été prononcé pour la première fois à la tribune de la mairie de Tizi Bel.
on dirait chez nous en langage de communication, il l'a rodé à Tizi Il Bel. l'a rodé, exactement. Il l'a rodé pour pouvoir le prononcer le 16 septembre à Paris. C'est pour vous dire que cette visite de Gaulle à Tizi Bel était très importante. Pourtant, elle a été passée sous silence. On a évité justement d'en parler pour ne pas dire que c'était à ce moment-là que De Gaulle a dit aux Kabyles: à partir du moment où vous aurez la parole que vous n'avez jamais eue, et vous déciderez vous-même de votre avenir, et vous le ferez vous-même. Alors, vous faites référence, Max, à cette occasion, à quelques anecdotes croustillantes, heureuses ou moins heureuses. La presse est conviée, mais c'est effectivement la presse avec un certain parti pris, puisque vous évoquez une journaliste qui est une amie du capitaine et qui ne fait pas forcément un compte-rendu très, très juste. Non, c'est parce que bon, il était extrémiste de droite, hein, ça, on ne peut pas le nier, hein, puisque lui, il avait des pieds noirs, des amis de pieds noirs qui l'invitaient et chez qui il était invité aussi. Et le seul journaliste qui l'a toujours accepté, c'était Marie Elbe, qui était incroyable, mais elle était quand même journaliste à l'Écho d'Alger, un journal qu'on sait d'extrême droite. Hein. Il n'y avait pas de doute. Il a toujours refusé que d'autres journalistes viennent. D'ailleurs, il disait: il faut foutre la merde. Parce qu'il savait très bien que s'ils venaient, ils pourraient voir de leurs yeux ce qui se passait réellement. Ce qui se produisait là n'était pas quelque chose de naturel. Les gens ne sont pas venus vers le capitaine de plein gré ou même en souriant. C'était toujours de manière menaçante, oui, voilà. sous la pression. Et je veux bien que vous évoquiez l'anecdote que j'ai trouvée mignonne, croustillante, même si avec le recul, effectivement, je pense que c'était un moment difficile. Le discours de Gaulle et les femmes kabyles, enfin la population de femmes, essentiellement de femmes, de jeunes enfants et de vieillards, comme vous l'avez évoqué, qui applaudissent. Et on ne comprend pas, là, il y a un décalage. Oui, parce que il y avait l'interprète, il y avait un interprète qui a eu toujours un certain discours de la part du capitaine et qui ne voulait pas, il voulait toujours continuer sur cette ligne de l'Algérie française. Il ne voulait pas quitter, il fallait absolument donner du discours de Gaulle une image comme une sorte de continuité, ce qui fait que les femmes kabyles ne comprenant pas du tout ce que disait De Gaulle, mais buvaient les paroles du traducteur, s'étaient mises à danser d'allégresse, quoi. On allait continuer à vivre normalement. Voilà, tout va bien. Alors qu'en réalité, les hommes qui, eux, savaient ce que disait De Gaulle, ils étaient sur le côté, parce que généralement, les femmes et les hommes ne sont pas toujours ensemble. Hein. La plupart du temps, il y a toujours une certaine séparation. Hein. Eh bien, eux commençaient à se poser des questions en se disant: mais qu'est-ce qu'on a fait, hein? Aurait-on dû faire ce qu'on a fait? Mais de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. C'était ça, ou alors les villages allaient vraiment sombrer dans l'infamie parce que les gens qui étaient venus des Ouadiens n'étaient pas du tout des gens recommandables. Ils nous l'ont prouvé, ne serait-ce que… Ils ont même commis des assassinats pour des bêtises. Même Derige, il a failli y passer, hein, parce que tout simplement, on voulait vraiment prendre le pouvoir total sur les villages. Il fallait qu'ils soient éliminés. Donc, bon, il comprenait peut-être que ce que disait De Gaulle n'était pas dans le sens d'une Algérie française comme ils avaient l'habitude de voir, mais il savait parfaitement qu'ils n'avaient aucune chance s'ils avaient eu à agir autrement que le ralliement. Ça, c'était inéluctable.
Oui, Max, il y aurait tellement de choses à dire sur ce livre qui est vraiment un pan de vie. Je dis, je réserve aux lecteurs qui verront cette interview la suite de votre histoire, parce qu'on pourrait penser que le capitaine Oudinot, du coup, disparaît de la circulation, l'indépendance arrive et que vos problèmes sont réglés. Je renvoie vraiment les internautes et les lecteurs à découvrir la suite de votre histoire. Non. Je voudrais, si vous m'autorisez, une ou deux réflexions, une ou deux remarques, je voudrais déjà vous remercier pour ce témoignage qui est poignant, qui est réel et qui est vraiment le plus juste, le plus égal possible. C'est moi qui fais ce travail mémoriel sur la question franco-algérienne. J'ai découvert, je me suis découverte. Vous m'avez appris de manière apaisée, effectivement, que malheureusement dans les guerres, il n'y a pas un côté blanc et un côté noir, mais la manière dont vous racontez les choses est juste magnifique. Je voudrais remercier deux personnes, en plus de vous. Votre beau-frère, Dr Mahmoud Boudaren, qui nous a mis en contact et qui a également, oui, écrit la préface de votre livre, qui est de Tegmoud Azouz. Donc, Oui, oui. il est là en voisin. Et puis, je voudrais vraiment rendre hommage à la mémoire de vos parents, mais en particulier votre papa, qui a un peu vécu à quelques années de différence le parcours de mon papa, effectivement votre papa qui n'est plus de ce monde et qui est quelque part partie prenante de toute votre histoire. Je sais que vous en parlez beaucoup, que Oui. l'anniversaire de sa disparition remonte à quelques semaines et voilà, il vous manque. Oui, 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 il me manque même. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en Kabylie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'homme n'est pas véritablement le pilier de la maison. Hein. Merci de le dire. Voilà, c'est vraiment la femme. Faut rien cacher. C'est la femme. Mais même pas la femme, la mère. C'est la mère. Un enfant qui n'a pas de mère en Kabylie, moi, je l'ai ressenti. Voilà. Et c'est très dur. Une mère pour des enfants en Kabylie, c'est extraordinaire. Elle fera tout pour les protéger, quoi qu'il arrive. Un père, c'est pas pareil. Il est jamais là, il va travailler la plupart du temps. Seulement, un père, c'est quand même utile à partir de l'adolescence. Un enfant a besoin, un grand besoin de son père pour lui un petit peu tracer le chemin. Et alors, moi, j'ai pas eu de chance parce que la mère, je ne l'ai pas eue quand j'en avais besoin. Et le père, j'en ai pas eu, je l'ai pas eu non plus quand j'en avais vraiment besoin. Ce qui fait que il m'arrive de temps en temps d'être un petit peu à côté de mes pompes. Voilà. Mais bon, mais c'est vrai que la guerre d'Algérie nous a marqué avec les copains que je vois encore. Et vraiment, les deux périodes qui m'ont vraiment, et j'ai du mal, c'est l'assassinat de Shenan Mziane, qui a été torturé dans ce qui restait de notre école complètement calcinée, et qu'on ne voyait pas, mais qu'on entendait, il hurlait ah va, ah va. Il appelait son père parce qu'il était terriblement. Et ces gens-là sont arrivés jusqu'à le mitrailler, le pendre. C'était l'horreur. Moi, ça j'ai du mal à m'en défaire. Je n'ai jamais pu oublier Mziane. C'était terrible. Et puis la seconde période qui me reste vraiment accroché, c'est la bataille de Mohamed, où là, vraiment, nous avons souffert, mais vraiment souffert, ça a été terrible, terrible. La première fois que nous entendions ces avions en réaction qui bombardaient avec un sifflement, on n'avait jamais entendu ce genre de bruit, c'était terrifiant, terrifiant. Ce sont les autres, bon, quand on allait chercher les cadavres dans les ravins, ça c'était horrible aussi parce que on les faisait tomber des ânes, c'était vraiment désarticulé. Je revois encore ces jeunes, c'était la plupart du temps des étrangers qui étaient en randonnion complètement, enfin morts, même déshabillés la plupart du temps. Mais surtout, ces deux choses qui me sont restées à la tête, c'est cette torture de Mziane. Et je crois que beaucoup d'entre nous ont fait pipi dans leur pantalon parce qu'on était vraiment terrifiés, mais c'était terrifiant, c'était vraiment terrifiant. Et c'était la première chose qui s'était produite
aussi terrifiante dans le village. On avait l'impression qu'il voulait marquer les esprits et que nous étions véritablement… ça, je l'ai toujours dans la tête. Et cette histoire de la bataille de Mohamed où on a été véritablement pendant des… Ça a duré au moins 3 jours. 3 jours. Il y a eu la bataille. Ensuite, il y a eu un déferlement de militaires pour la recherche de cadavres partout. Et on a été ensuite parqués, réunis pour des questions, des interrogatoires à n'en plus finir. Certains sont emmenés à la SAS. Ce sont les deux vraiment choses qui me sont… voilà. Oui, c'est Jean-Philippe Oudaudiac qui fait référence dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, l'assassinat de Château Royal. Oui. Il fait référence aux pratiques des militaires français, en l'occurrence, qui sont plus odieuses que même les SS. Ah oui, oui. Par exemple, j'ai un copain, Youssef Dikous, son père, je ne sais pas s'il a été dénoncé, ça, je ne sais pas. Franchement, c'est très rare. Enfin, je crois qu'un jour, les militaires sont arrivés et sont allés directement chez lui, et l'ont embarqué. Il a été emprisonné à la SAS pendant, on ne l'a pas revu, presque 15 jours, 15 jours. Et le jour où il est revenu, il ne tenait plus sur ses jambes. Il ne tenait plus. Il a été massacré. Et il s'appelait Saïd. Eh bien, il a été tellement maltraité qu'il n'en pouvait plus. Il a demandé à être envoyé à Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, ils ont essayé de le retaper, mais il n'y a rien eu à faire. Il a été tellement abîmé. Et la SAS, voyant qu'ils étaient peut-être un peu gênés, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, franchement, ils ont accepté qu'ils partent pour Paris, oui, pour essayer d'être… Et malgré ça, arrivé à Paris, il est décédé quand même à l'hôpital Tenon, des suites de ce qu'il avait subi à la SAS de Béni-Douala. Et c'est un cas parmi tant d'autres. Il y en a eu énormément. Ça, ce sont des pratiques assez… C'était courant. Certains sont décédés après des interrogatoires comme ça. Et même, il y en a même d'autres qui ont été fusillés à Gnaros. Bon, c'était des vengeances. Ils se vengeaient. Représailles. Une patrouille qui part du Piton de Telmoutazus, elle traverse Tizi Bel comme si de rien n'était, elle passe à droite d'Agnaros, et puis arrivée avant Tizi, ils se font canarder. Il y a un capitaine qui reste sur place. Il est tué, c'est le capitaine Chérou, que j'ai appris plus tard parce que le camp du Piton a été nommé le camp du capitaine Chérou. À la suite de ça, en remontant, ils ont traversé Agnaros, ils ont tué de sang-froid 3 personnes. C'était des gens, on ne peut pas dire simplés, mais bon. Et le troisième, lui, était tout à fait normal. Ils les ont tués froidement en traversant le village, voilà, parce qu'ils étaient dehors. Voilà. Et ça, c'était en représailles pour la mort du capitaine lors d'embuscades. Mais il y en a eu énormément des embuscades de ce genre-là. Nous étions… Alors, ce qu'il y a, c'est que nous avions une topographie spéciale. Particulière, c'est ce que j'allais dire. Oui. Parce que il n'y avait pas de grandes routes qui traversaient nos villages. Nous, on arrivait chez nous, c'était stop. Il n'y avait plus rien après. Il n'y avait plus que des forêts, des ravins. Et donc, pour les Moudjahidines, c'était l'idéal. Seulement, à Telmoutazus, il y avait un camp depuis 57 qui était surélevé et de là, ils pouvaient observer absolument toute la région. Au début, c'était peu,
mais après, ils avaient probablement des gens qui regardaient sans arrêt. Et dès qu'il y avait quelque chose qui bougeait soit à Tizi Bel, soit à Teglegla ou à Taoulé, comme ça, ils étaient tout de suite immédiatement sur place. Ce qui fait qu'il y avait toujours des batailles, des embuscades. Et très souvent, ça commençait d'ailleurs à Taoulé Moussa, parce qu'ils avaient une vue extraordinaire sur ce village-là. Et dès qu'il y avait des Moudjahidines qui arrivaient, ils arrivaient de la route nationale 30, ils passaient par Tizi Bel et puis remontaient. Ils arrivaient sur Taoulé Moussa, ils étaient piégés. Et la plupart du temps, quand ils étaient piégés, parce que les militaires arrivaient de l'autre côté, ce qui fait que eux, pour se dégager, eh bien, ils revenaient par chez nous. La plupart du temps, lorsqu'une bataille commençait à Taoulé Moussa, ça se terminait chez nous. Ils traversaient Teglegla, ils traversaient notre village. La plupart descendaient sur Tahours, et puis les autres partaient sur les Ouadia. Et c'était tout le temps comme ça. Voilà. Les batailles, c'était assez terrible. Voilà. Et généralement, il y avait toujours des morts de chaque côté. Parce que les Moudjahidines répondaient, il ne faut pas croire. Si en 56, ils n'avaient que des fusils de chasse, en 58, moi, je les ai vus avec des grosses mitrailleuses. Ah oui, qu'ils transportaient sur le dos. Et souvent, c'était des femmes, d'ailleurs, qui se transportaient, qui aidaient à transporter les munitions, les armes et les provisions. Oui. Ils étaient armés vraiment. D'ailleurs, une fois, nous étions en train d'assister à une bataille qui se passait en face, de l'autre côté de l'ouest d'Aïssi, Asfrah, au village d'Asfrah, juste en dessous de Sheraton. Le Front National, la Havane et Sheraton. Un peu à gauche à Tienli. On a assisté à une bataille, mais incroyable, avec des avions qui piquaient. Mais il y avait 2 avions qui piquaient, qui bombardaient, ils pilonnaient. C'était des hameaux, hein. On voyait même des fumées, ça brûlait partout. Et puis, à un moment, on a vu un engin partir de la nationale vers l'avion. Bon, ça l'a raté. Mais on voyait bien que c'était un genre de missile, une roquette, un truc comme ça. On était fous de joie. On ne savait plus quoi. Ils étaient en train de. Pour dire. D'ailleurs, ça s'est concrétisé une fois. Il y a quand même un avion chasseur qui a été descendu de l'autre côté de Taoulé Moussa. Oui, il me semble d'ailleurs que la dérive de cet avion, c'est ça, et brandi comme un trophée. C'est un trophée qui se trouve à Taoulé Moussa. Voilà. Max, en fait, pardon. En fait, vraiment, je vous remercie parce que dans ce témoignage, il n'y a pas du tout d'animosité. Je renvoie vraiment les lecteurs, les internautes à votre livre. C'est ce qu'on a évoqué ce matin avec, pour vous, et beaucoup d'implications, une certaine distance. C'est notre histoire. Pas du tout dans l'esprit de revanche, mais c'est effectivement, on dit toujours, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et cette partie de témoignage conséquente nous permettra, j'espère, permettra à toutes les populations concernées d'aller de l'avant. Oui. C'est le but. Hein. Je pense qu'au-delà du fait de mettre à l'index, de dénoncer, de ne pas laisser le discours du capitaine Oudinot sans réponse, sans rétablir la vérité, ce livre, c'est un peu le prolongement de son livre. Je voulais qu'il soit. J'avais l'impression qu'il était un peu il a biaisé l'histoire. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'en faisant ce récit, ça compléterait un petit peu son histoire, et puis ce sera l'histoire du village et de notre région. Parce que ce qui est malheureux, c'est que chez les Kabyles, l'histoire, c'est un peu oral. Il n'y a plus grand-chose, il n'y a rien d'écrit. Je me suis dit, pour les futures générations, ce serait bien quand même qu'ils sachent qu'à un moment, il s'est produit ceci. Celui-là a fait ceci. Puis ceux qui sont morts, qu'on ne les oublie pas. C'était un tel. On l'a connu. C'était quelqu'un qui a vécu. Voilà. Je voulais
Voilà, montrer quand même que ce qui s'est passé, c'était réel, c'était quelque chose et qu'il ne fallait pas le cacher. Oui, merci d'avoir partagé ces souvenirs, cette histoire. Et je dis, je renvoie vraiment les lecteurs à la suite parce qu'on n'en finit pas là. Je dis, j'insiste avec le départ du capitaine Oudinot et la suite de votre existence. On peut l'en remercier. Il n'y a pas au paradis puisqu'il a été arrêté de manière plutôt… Pas très glorieuse, oui, mais bon, on est toujours attrapé par son destin. Quels sont vos liens avec l'Algérie? Vous allez en Algérie? Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais j'y suis tout le temps, puisque ma sœur y est, j'ai des contacts réguliers, Mahmoud pareil, j'ai tous mes copains, tous mes amis sur Facebook, on se fait des mails, non, il n'y a pas de problème là, je suis toujours dedans. Bon, j'ai même un copain là, il s'appelle Yazid, et Agoun. Et on a encore parlé ensemble, mais ça fait des années qu'il n'y est pas. Il n'est pas retourné. Mais il me dit, moi, bon, il y a son père avec lui et sa famille. Il me dit, mais j'y suis pas, mais j'y suis quand même, totalement. Je sais ce qui s'y passe toutes les semaines. Donc, moi, c'est pareil. Vous voyez, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Si on est d'un village, on y baigne toute sa vie, c'est normal. Je sais que mon copain que j'ai eu, j'avais 8 ans, Wadim Pralan, je le vois tout le temps. J'ai été en rapport avec lui. Depuis toujours. C'est ça. Être kabyle, en fait, c'est ça. C'est pas parce qu'on ne parle pas kabyle tous les jours qu'on ne l'est pas. C'est dans le cœur, c'est dans la tête. Vous voyez ? Merci. Je suis contente à plusieurs points de vue de cet entretien de ce matin et d'avoir en plus découvert quelqu'un qui parle aussi mal kabyle que moi. Merci. Je parlerai un petit peu, mais c'est tellement… إني ذو الحاجة قبيليز. Osmir Rala. Vrai radar, mais aussi… Oh, c'est génial. Merci, Max. Merci beaucoup, Max.